Bonjour les amis, nous allons voir l'ictère cholestatique. Donc, nous allons voir une définition de l'ictère et du syndrome de cholestase. On verra par la suite les signes cliniques et biologiques du syndrome de cholestase ainsi que les signes cliniques à rechercher devant un ictère cholestatique. Et puis, on verra par la suite les étiologies des ictères cholestatiques. Donc, concernant la définition de l'ictère. En fait, l'ictère a une définition clinico-biologique, c'est-à-dire l'ictère se présente cliniquement par une coloration jaune des téguments, c'est-à-dire de la peau et des muqueuses, et aussi biologiquement par l'accumulation de bilirubine dans le sang. Donc l'ictère correspond à une augmentation du taux de bilirubine total. D'accord ? Et là, normalement, le taux de bilirubine total normal est inférieur à 12 mg par litre. Et donc, on aura la bilirubine conjuguée qui est inférieure à 2, ainsi que la bilirubine libre qui est inférieure à 10 mg par litre. Et là, on dit que les hyperbilirubinémies peuvent impliquer soit majoritairement la bilirubine libre, ou bien aussi nommée non conjuguée, ou bien majoritairement la bilirubine conjuguée. Alors là, quand on a une bilirubine conjuguée qui est supérieure à la bilirubine libre, il faut chercher un syndrome de cholestase. Tandis que quand on a une bilirubine libre qui est augmentée, il faut chercher l'hémolyse. Alors pour comprendre cette spécificité, on va revoir le métabolisme de la bilirubine. D'accord ? Donc la bilirubine qui est un pigment jaune, est le produit de dégradation des globules, de l'hémoglobine plutôt, dans le globule rouge. D'accord ? Donc, ces globules rouges sénescentes, les globules rouges sénescentes, c'est-à-dire une fois la durée de vie de ces globules rouges est épuisée, qui est de 120 jours, ils vont vers la rate, d'accord, pour être dégradés par les macrophages, ou vers la rate ou bien un système hématopoïétique, comme vous voulez, pour être dégradés, d'accord. Et l'hémoglobine sera ensuite divisée en globine et en hème. Alors, en globine pour être recyclée vers l'hématopoïèse pour créer bien sûr de nouvelles cellules. Et en hème, c'est l'hème qui sera transformé en biliverdine, d'accord, puis en bilirubine non conjuguée, qui va partir vers la circulation sanguine. Mais il faut noter que cette bilirubine non conjuguée est une molécule qui est lipophile. Donc, elle se lie à l'albumine pour devenir hydrophile dans le sang. D'accord ? Donc, par la suite, cette albumine va transporter cette bilirubine non conjuguée vers le foie, où elle va être captée par l'hépatocyte pour la conjuguer par l'enzyme glycuronyl-transférase. Et bien sûr, ça va donner la bilirubine conjuguée. Cette fois-ci, c'est une molécule qui est hydrosoluble, contrairement à la bilirubine non conjuguée qui est lipophile. D'accord ? Alors, par la suite, cette bilirubine conjuguée va passer au niveau de la bile. Alors, on se demande pourquoi cette bilirubine conjuguée passe au niveau de la bile. C'est tout simplement parce que cette bilirubine est un produit de dégradation des globules rouges qui est toxique. Et donc, c'est le seul moyen pour se débarrasser de cette bilirubine est la bile. Alors, comme on a dit, cette bilirubine conjuguée passe ensuite par le conduit biliaire pour être déversée dans le tube digestif, mais plus précisément, c'est dans l'intestin grêle, d'accord, où va se trouver des bactéries de la flore digestive. Et donc là, elle va être réduite par ces bactéries en urobilinogènes. D'accord? Donc là, une partie va être réabsorbée au niveau de la circulation sanguine entérohépatique pour retourner au foie. C'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. Et donc cette réabsorption, pourquoi elle est importante? C'est tout simplement c'est afin que cette urobilinogène puisse passer au niveau des reins et donc puis au niveau des voies urinaires. Bien sûr, au niveau des reins, c'est à travers son passage dans le sang, d'accord? Puis au niveau des voies urinaires. Alors quand il passe au niveau des reins, il va se transformer en urobiline, d'accord, qui va être éliminée bien sûr dans les urines. Et là, c'est cette urobiline qui est responsable de la coloration jaune des urines, d'accord. Alors, une autre partie de la bilirubine conjuguée va donner la stercobilinogène, d'accord, qui va se transformer en stercobiline.
J'ai oublié de dire la stercobiline. Oui. Donc, elle va être transformée en stercobiline, qui va être éliminée par voie fécale. Et c'est stercobiline qui est responsable de la coloration brune des selles. D'accord? Donc, après avoir vu le métabolisme de la bilirubine, alors là, on va mieux comprendre les signes qu'on aura au cours du syndrome de cholestase. Donc, c'est à travers ce schéma où on va revoir les conséquences du syndrome de cholestase. Et bien sûr, avec la compréhension du métabolisme de la bilirubine, les choses vont être plus simples, Inch'Allah. Alors, une bilirubine conjuguée qui se trouve en excès dans les urines, bien sûr, va être éliminée par les reins. Et on avait dit ici que l'urobiline, c'est elle qui est responsable de la couleur jaune des urines. Alors, si elle est en excès, bien sûr, c'est elle qui va être responsable de cette couleur foncée des urines. D'accord? Alors, et sachant que la cholestase, c'est un défaut de sécrétion ou d'excrétion de la bile, donc c'est-à-dire pas de bile au niveau de l'intestin, voilà. C'est-à-dire, en fait, la bile qui ne va plus passer dans le tube digestif, dans l'intestin, et donc pas de bilirubine au niveau de l'intestin, et là, on n'aura plus de stercobiline, d'accord? Et comme on a dit, la stercobiline, c'est elle qui est responsable de la coloration brune des selles, et donc ces selles vont être décolorées, d'accord? Jusque-là, on a vu les urines foncées, les selles décolorées. Et on peut voir aussi le prurite, d'accord? Et donc là, c'est causé par les selles biliaires, qui sont des constituants de la bile. C'est parmi les constituants de la bile. Et donc, leur taux élevé va engendrer une accumulation et un dépôt au niveau de la peau, d'accord? Et bien évidemment, on a l'ictère, bien sûr, qui est causé par la bilirubine conjuguée, qui est un pigment jaune. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans la définition clinico-biologique. On sait aussi à travers la physiologie de la bile que les selles biliaires sont responsables de la réabsorption des lipides et des vitamines liposolubles, d'accord, qui sont les ADKE, d'accord. Et donc, comme la sécrétion biliaire est est altérée, donc c'est-à-dire pas de bile au niveau de l'intestin, donc il y aura une diminution d'absorption des lipides, d'accord, qui vont se retrouver ainsi en excès dans les selles et donc vont être responsables de la stéatorée qui est une diarrhée graisseuse. Et les vitamines A, D, K, E ne vont pas être aussi absorbées et donc la carence en vitamine A par exemple, va entraîner des troubles visuels. La carence en vitamine D entraînera l'ostéomalacie, qui est un défaut de minéralisation de la matrice osseuse. La vitamine E va donner des troubles neurologiques, ainsi que la vitamine K, qui va donner un syndrome, c'est-à-dire la carence en vitamine K, qui va donner un syndrome hémorragique. D'accord? Donc là, il faut bien noter que la carence en vitamine K va se traduire par une diminution du TP, d'accord, avec un facteur 5 normal, puisque ce facteur, bien sûr, ne dépend pas de la vitamine K. Autrement dit, le foie n'a pas besoin de la vitamine K pour synthétiser le facteur 5, bien sûr, contrairement aux facteurs dépendants de la vitamine K, ou bien vitamino-K dépendants, qui sont les facteurs 2, 7, 9 et 10, d'accord? Donc, c'est-à-dire, le foie a besoin de la vitamine K pour synthétiser ces 4 facteurs. Donc là, ces données vont nous permettre de faire un test qui s'appelle le test de Kohler, d'accord? Qui mesure la vitesse de coagulation du sang. C'est le taux de prothrombine. Ok, donc son principe il est vraiment simple. Il permet de différencier une insuffisance hépatocellulaire d'une cholestase. Alors comment? C'est en injectant de la vitamine K. Et dans ce cas, on va avoir deux résultats. Alors, soit que le TP se corrige après l'administration de la vitamine K. Bien sûr, on le donne par voie parentérale et non pas par voie orale, puisque on a déjà un problème d'absorption, donc pas de voie orale, ok?
Alors là, comme on a dit, soit que le TP se corrige après l'administration, ce qui signe une cholestase. Alors en fait, on a vu que dans la cholestase, il y a un défaut d'absorption. Voilà, des vitamines liposolubles, y compris la vitamine K qui va causer la non-synthèse de ces facteurs vitamino-K dépendants, qui sont le 2, le 7, le 9 et le 10. Et donc, il suffit d'injecter la vitamine K pour avoir la synthèse de ces facteurs. Mais, puisque le facteur 5 n'a pas besoin de vitamine K, il va rester normal. Tandis que la diminution de ce facteur 5 avec tous les autres facteurs vitamino-K dépendants qu'on a vus va nous orienter vers l'insuffisance hépatocellulaire, puisque dans ce cas, le foie est malade, il est incapable de synthétiser les facteurs de coagulation. Donc en résumé, on a deux cas. Un test de colère est dit positif quand l'injection de la vitamine K va corriger le TP, et puis un test de colère négatif quand il y a une insuffisance hépatocellulaire avec un facteur 5 qui est diminué. D'accord? Donc, on verra la définition du syndrome de cholestase. C'est en fait un syndrome qui est clinico-biologique. C'est en fait un trouble de sécrétion, comme on a vu, ou de son excrétion. Alors, c'est soit on a une anomalie de sécrétion hépatocytaire, soit une anomalie d'excrétion, comme on a vu, c'est défaut de sécrétion ou d'excrétion de la bile. Et elle peut être due soit à une obstruction des canaux biliaires, que ça soit intra-hépatique ou extra-hépatique, c'est-à-dire une diminution de sécrétion canaliculaire des acides biliaires, qui va être secondaire à cette obstruction, d'accord? Et puis une anomalie primitive ou bien une anomalie primitive du transport canaliculaire des acides biliaires, c'est-à-dire l'atteinte hépatocytaire qui va être primitive et on n'aura pas d'obstruction cette fois-ci des canaux biliaires. Cette situation se rencontre notamment lorsque l'ictère est dû à une insuffisance hépatique. D'où l'intérêt de faire le test de colère pour voir est-ce que l'origine est un obstacle ou bien si c'est une insuffisance hépatique ou bien une anomalie au niveau du foie. Et puis, en général, l'ictère cholestatique, c'est une augmentation du taux sanguin de la bilirubine conjuguée. Donc, quand on parle de la cholestase ictérique ou bien l'ictère cholestatique, c'est la bilirubine conjuguée qui va être augmentée. Dans les conséquences de la cholestase, bien sûr, c'est tout ce qu'on a vu quand on voyait le schéma, d'accord, le schéma précédent. Et donc, on note l'hyperbilirubinémie qui va être responsable de la couleur foncée des urines. Donc, on aura des urines foncées et aussi l'ictère, d'accord, qui est la coloration jaune des téguments. On aura l'augmentation des acides biliaires qui va être responsable du prurite et aussi, oui, on note aussi des urines mousseuses à cause des sels biliaires qui vont se retrouver au niveau des urines. D'accord? On a aussi la rétention des lipides qui va être responsable de l'hypercholestérolémie puisqu'on a un défaut d'absorption des lipides qui vont s'accumuler. Et bien sûr, le dépôt cutané ou muqueux, c'est l'exanthème. Et là, il faut noter aussi, biologiquement, on va doser les phosphatases alcalines et la gamma-GT qui vont être augmentées toutes les deux, d'accord? Toutes les deux enzymes vont être augmentées. Et bien sûr, les sels décolorés, vu l'absence de bilirubine dans l'intestin, et puis bien sûr, l'absence de sels biliaires dans l'intestin va aussi entraîner une diminution d'absorption des molécules lipophiles, comme on l'avait dit. Et bien sûr, le déficit en acide biliaire va être responsable d'une malabsorption des lipides et des vitamines liposolubles. Donc les lipides vont entraîner l'astéatorée qui est la diarrhée graisseuse. Et bien sûr, à long terme, c'est l'amaigrissement. D'accord? Et pour les vitamines A, D, K, E, leur malabsorption va entraîner des signes. Alors, la carence en vitamine A va entraîner des troubles visuels. La carence en vitamine D, c'est l'ostéomalacie. Vitamine E, c'est les troubles neurologiques. Et puis la vitamine K qui va entraîner un syndrome hémorragique. Alors, concernant les signes cliniques et biologiques du syndrome de cholestase. Donc là, en fait, la cholestase peut commencer sans qu'il y ait d'ictère au début. D'accord? Donc, c'est-à-dire le patient va juste avoir sur le plan biologique les gamma-GT et les phosphatases alcalines augmentées.
alors que, alors que si on dose la bilirubine, on va la trouver normale. Alors là, c'est la phase précoce du syndrome de cholestase ictérique, d'accord? C'est pour cela qu'on distingue la cholestase anictérique où elle est asymptomatique et on peut avoir un prurite isolé, ça c'est cliniquement, d'accord? Et puis la cholestase ictérique, c'est ce qu'on a vu, l'ictère, urine foncée, sel décoloré, prurite, exantème, etc. Et biologiquement, pour la cholestase anictérique, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'ictère, donc bilirubine normale, puisque la bilirubine, c'est elle qui est responsable de cet ictère. Et puis, bien sûr, les PAL et les gamma-GT vont être augmentés puisqu'on a la cholestase. Ici, toujours dans la cholestase ictérique, l'augmentation des PAL et les gamma-GT. Cette fois-ci, la bilirubine totale va être augmentée, mais à prédominance bilirubine conjuguée, comme on a vu. Et donc là, on aura entre 15 et 30, c'est le subictère. Et puis, supérieur à 30, c'est l'ictère franc. On aura aussi, comme on a dit, l'augmentation des cellules biliaires et puis la baisse du taux de prothrombine qui va être corrigible par la vitamine K administrée par voie parentérale. C'est ce qu'on a vu quand on a expliqué le test de Koller qui va être cette fois-ci positif. D'accord ? Alors, pour les signes cliniques à rechercher devant un ictère cholestatique, bien sûr, on a la splénomégalie qui peut orienter vers une hypertension portale. Et là, sachant que l'HTP, parmi les signes d'HTP, c'est la splénomégalie. Il y a aussi l'acide, la circulation veineuse collatérale, etc. C'est ce qu'on verra par la suite dans le syndrome d'hypertension portale. On a aussi l'hépatomégalie qui peut être associée à une splénomégalie et donc dans ce cas va indiquer une cirrhose compliquée d'hypertension portale, l'acide de même et puis la grosse vésicule palpable qui va nous orienter vers le cancer de la tête du pancréas. D'accord ? Donc là, on a dit les signes d'hypertension portale, les signes d'insuffisance hépatocellulaire, une masse intra-abdominale qui peut comprimer les voies biliaires. Et la fièvre, elle signe une infection des voies biliaires, d'accord? C'est l'angiocolite, parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a par exemple une lithiase ou bien une tumeur, et ça va donner un ictère douloureux et fébrile. Et bien sûr, l'hémorragie digestive, puisqu'on a la carence en vitamine K qui peut entraîner un syndrome hémorragique. Alors, concernant les causes des ictères cholestatiques. Alors, on aura une cholestase soit extrahépatique, soit intrahépatique. Alors, extrahépatique, c'est-à-dire les voies biliaires qui vont être malades. C'est-à-dire il y a un obstacle à leur niveau, d'accord, et non pas le foie. Et donc, on peut avoir... alors là, ça peut être tumoral ou non tumoral, d'accord? Comme lithiase de la voie biliaire principale, cancer de la tête du pancréas, les différents cancers. On a aussi la pancréatite chronique qui est due surtout à l'alcool. Et puis, une compression extrinsèque de la voie biliaire principale et les complications de la chirurgie biliaire. En fait, c'est lors de la chirurgie de la vésicule biliaire. En fait, le chirurgien, à cause de l'inflammation, peut ligaturer la voie biliaire principale au lieu de ligaturer le cystique. Donc, ça va donner un ictère en post-opératoire. Et puis, la cholestase intrahépatique, soit c'est le foie qui n'est pas fonctionnel, soit c'est un obstacle, mais cette fois-ci, il va être en intrahépatique. D'accord ? C'est-à-dire obstacle au niveau des voies biliaires intrahépatiques. Et donc, bien sûr, on va voir, c'est soit on a dit le foie qui est malade par les virus, donc l'hépatite virale aiguë A, B, C, les hépatites médicamenteuses, alcooliques, chroniques, hépatite chronique et cirrhose aussi. D'accord ? Donc, comme on a dit, c'est soit le foie qui est malade par le virus et donc on aura une anomalie qui normalement sécrète, c'est-à-dire en fait le foie qui va normalement sécréter la bile, le foie qui normalement sécrète la bile, pardon, c'est elle qui va être malade. C'est elle qui va être malade, donc anomalie de sécrétion de la bile observée lors des hépatites. Il y a aussi la stéatopathie métabolique ou bien NASH, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo de la cytolyse hépatique, qui est le foie métabolique.
Le cancer primitif ou secondaire du foie. On a aussi la cholangite biliaire primitive et la cholangite sclérosante. C'est des maladies inflammatoires, d'accord, des petites voies biliaires intrahépatiques. En fait, la cholangite biliaire primitive, c'est la destruction des voies biliaires intrahépatiques, tandis que la cholangite sclérosante primitive, c'est la fibrose concentrique au niveau des voies biliaires, d'accord, et ça va donner de l'ictère. C'est tout simplement la sténose des voies biliaires. Et donc, l'atrésie des voies biliaires, c'est-à-dire quand on est sans voie biliaire, et on a aussi l'hémopathie maligne. Donc, récapitulons, donc un patient qui va se présenter avec un ictère, avec des urines foncées, selles décolorées et avec prurite. Et on avait dit il peut venir sans ictère, d'accord? Ça dépend du contexte. Donc là, il faut par la suite confirmer, d'accord, par un bilan biologique. Et donc on dose les PAL, gamma-GT et les bilirubines et la bilirubine qui vont être augmentées. Et bien sûr, comme on a dit, n'oubliez pas les transaminases, le TP, l'albumine, d'accord, puisque devant toute anomalie du foie, il faut chercher les 4 syndromes. C'est ce qu'on avait dit lors de la vidéo de la cytolyse hépatique, donc il ne faut pas oublier les autres bilans. Bien sûr, on a de l'ictère, donc il faut savoir ou bien il faut chercher est-ce qu'il y a un obstacle. Donc on va faire l'échographie pour voir est-ce qu'il y a une dilatation des voies biliaires ou non. Si dilatation, donc là il faut compléter par le scanner qui va nous préciser certaines caractéristiques de l'obstacle, à savoir sa nature, son niveau, etc. Et bien sûr, si ce n'est pas un obstacle, il faut penser à une anomalie du foie, d'accord? Et donc chercher les autres causes, notamment virales, auto-immunes, alcooliques, toxiques, etc. D'accord? Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager avec vos collègues. À très bientôt.